Madame, Messieurs, c'est avec le même plaisir de vous informer que je vous retrouve au rendez-vous de l'information dans l'actualité de ce soir. Au sommaire, rencontre thématique ce jeudi 1er février à Bénin, au Royal Hôtel de Cotonou en présence des maires des communes du Bénin et les acteurs de la décentralisation en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones AIM. Le point dans cette édition. Modeste Toboula, préfet du littoral, a effectué une tournée ce mercredi pour vérifier le bon déroulement des opérations d'enrôlement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Nous en parlerons dans cette édition. Au centre hospitalier universitaire CHU, Sylvanus Olympio de Lomé, le plus grand centre de santé du pays, les bureaux de certains services sont fermés. Des agents présents n'assuraient que le service minimum. Le secteur de la santé est donc en grève de 48 heures. Voilà pour le sommaire de cette édition. La suite, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, rencontre thématique ce jeudi 1er février à Bénin Royal Hôtel de Cotonou en présence des maires des communes du Bénin et les acteurs de la décentralisation en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones AIMF. L'objectif est de présenter les partenaires stratégiques que l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a mis en place au profit de la décentralisation et d'évoquer le partenariat stratégique AIMF-Union européenne. Compte rendu Aristide Setti et Fiacre Voitan. Développement des territoires et complémentarité, c'est la thématique qui a réuni les maires des communes du Bénin et les homologues de l'Association internationale des maires francophones à Cotonou. Une thématique qui répond à l'exigence d'adaptation aux grands défis et enjeux du développement local. Dans son allocution, Luc Atrokbo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, demande à ses homologues et tous les acteurs de la décentralisation d'activer les leviers de la synergie pour apporter une bonne réponse à cette problématique. Il revient sur les objectifs de cette rencontre. Cette matinée d'échange sera l'occasion d'illustrer combien cette vision s'harmonise parfaitement avec la démarche de plaidoyer. En effet, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AIMF qui s'est tenue du 4 au 7 novembre 2014 à Kinshasa, les maires ont souhaité que l'AIMF intervienne pour l'amélioration de la prise en compte des autorités locales dans les processus de décision nationaux et mondiaux. Un accord cadre de partenariat stratégique AIMF-Union européenne a été conclu le 28 janvier 2015 entre la présidente de l'AIMF, Mme Anne Hidalgo, et le commissaire européen au développement. Cette rencontre thématique entre dans le cadre du projet d'appui aux associations nationales et locales des collectivités locales du Bénin. Un projet qui vise à opérationnaliser cette stratégie en renforçant la capacité de plaidoyer, d'appui conseil aux communes et d'opérateurs de projets de la fêtière nationale. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, Pierre Baillet, souligne que la nouvelle gouvernance locale nécessite l'implication de toutes les couches sociales, notamment les parlementaires et les journalistes. Je pense aux parlementaires, mais aussi aux journalistes, à vous-même. Sans oublier la société civile, les élus locaux, qui doivent inventer ensemble une nouvelle gouvernance pour que les citoyens se sentent concernés. L'AIMF a plusieurs programmes cofinancés par l'Union européenne sur le renforcement des réseaux nationaux de villes, ici d'abord, mais aussi à Djibouti et en Guinée. Pour Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, la décentralisation au Bénin est irréversible et constitue une préoccupation majeure du gouvernement du président Patrice Talon. Le développement des territoires constitue une préoccupation essentielle du gouvernement du président Patrice Talon, qui travaille à renforcer l'impact des politiques publiques en cette matière et à mobiliser les acteurs locaux ainsi que les potentiels de leurs différents territoires pour faire face aux défis futurs.
L'ANCB, les partenariats stratégiques au profit de la décentralisation et le partenariat stratégique AIMF-UE en appui à la décentralisation dans l'espace francophone sont les deux communications qui ont meublé cette rencontre de l'ANCB et l'AIMF. Comme chaque mercredi, le Conseil des ministres de ce 31 janvier a eu lieu et en présence du chef de l'État, plusieurs décisions et dénominations sont à retenir. Suivons ici le compte-rendu du garde des Sceaux, Joseph Djogbenou. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 janvier 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment en ce qui concerne les mesures nominatives, les comptes rendus et les mesures individuelles. Le Conseil a approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de février 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix, seul le coût du gazole a connu une hausse de 4,98% sur le mois de janvier 2018, justifiant ainsi un ajustement. Le coût des autres produits, essence, pétrole et gaz domestique, n'a pas connu une variation de nature à justifier un réajustement des prix. Ainsi, les prix valables pour le mois de février 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 535 francs le litre. Mélange, 590 francs le litre. Gaz domestique, 365 francs le kilogramme. Enfin, en ce qui concerne les mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sur proposition du ministre, directrice adjointe de cabinet, Madame Mireille Victoire Capot, conseiller technique au projet, Monsieur Samuel Romain Akpo, secrétaire général du ministère, M. Pascal Wele Idrissou, directeur de la programmation et de la prospective, M. Thierry Geoffroy Adoko, directrice générale de la famille et des affaires sociales, Mme Maïmouna Baboni Sinembou, directeur général du Fonds d'appui à la solidarité nationale, M. Alphonse Sogadi. Je l'évoquais au sommaire de ce journal, le préfet du littoral, Modeste Toboula, a effectué une tournée ce mercredi 31 janvier pour vérifier le bon déroulement des opérations d'enrôlement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Il a sensibilisé les populations à se faire enrôler et a donné lui-même l'exemple. Le point avec Carole Olaye et Damien Pedro. Le bon déroulement du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et saisir cette opportunité pour s'acquitter de ce devoir civique, c'est l'objectif premier de cette sortie du préfet du littoral Modeste Toboula. Accueilli au centre sportif Soweto dans le 4e arrondissement de Cotonou par les femmes responsables des marchés, venues lui présenter les meilleurs vœux de l'année 2018, Modeste Toboula, après s'être fait enrôler, a sensibilisé ces dernières sur l'importance de cette opération. Vous savez très bien qu'au niveau des marchés, c'est un grand monde et c'est un grenier de femmes, d'hommes qui travaillent au quotidien. Et nous avons profité de l'occasion pour les sensibiliser, pour que chaque femme au niveau de son marché puisse être le relais, n'est-ce pas, du gouvernement pour le travail de sensibilisation à faire au niveau des femmes pour qu'elles se fassent enrôler. C'est une obligation de se faire enrôler. Les hommes politiques tiendront des discours différents, mais l'essentiel pour nous en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs publics, c'est d'expliquer encore
les avantages du RAVIP à nos bonnes dames pour qu'elles comprennent et ne tombent pas dans le piège, n'est-ce pas, des ennemis de la République. Pour le bilan à mi-parcours, Modesto Boula s'est dit satisfait du déroulement de l'opération, malgré les quelques difficultés auxquelles sont confrontés les agents recenseurs. L'engouement des populations est resté le même. Nous avons des gens qui sont enthousiasmés, des équipes qui travaillent. C'est vrai, il y a quelques difficultés relatives à l'enrôlement des personnes étrangères. Et ces difficultés, on les a exprimées sur le terrain. Nous allons voir comment, avec le coordonnateur du RAVIP, nous allons voir comment faire pour lever ces difficultés. Et surtout en ce qui concerne les preuves de témoignage à donner dans le cadre de l'enrôlement de ces personnes-là. Le préfet du littoral a donc invité toutes les populations qui hésitent encore à se faire enrôler au plus tôt pour le RAVIP. La communauté internationale va célébrer ce vendredi 2 février la journée de préservation des zones humides. Le thème choisi pour la 18e édition de cette célébration est intitulé « Des zones humides pour un développement urbain durable ». Au Bénin, les manifestations officielles vont se dérouler à Semek-Podi. Daouda Aliou, ingénieur à la direction des pêches, et Maximin Djondo, écologiste et directeur de BIZ ONG, nous parlent de l'historique de cette journée. Ils expliquent également le sens que revêt le thème retenu cette année. Propos recueillis par Corneille Aïssé, Fréjus Fiossi et Damien Pedro. On appelle zone humide tout espace où vous avez de l'eau, que ce soit de manière permanente ou temporaire. Quelle que soit la qualité de cette eau-là, ça peut être de l'eau douce, de l'eau saumâtre ou de l'eau salée. L'autre chose aussi, cette eau-là peut être de l'eau stagnante. Ça peut être de l'eau qui coule, tel que nous avons dans le chenal de Cotonou. Vous savez, ça coule dans les deux sens. Tantôt, l'eau de mer entre, tantôt, l'eau vient du plan d'eau pour aller vers la mer. Donc, nous allons célébrer le 2 février la journée mondiale des zones humides. En réalité, c'est le 2 février 1971 que la convention de Ramsar a été, la convention sur les zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, a été signée dans une ville qu'on appelle Ramsar. C'est une ville iranienne. C'est là où la convention a été signée pour la première fois. C'est pourquoi chaque 2 février, on célèbre la journée mondiale des zones humides. Le thème pour l'édition 2018 de la journée mondiale des zones humides, c'est les zones humides et les villes vertes. Donc cette édition veut mettre l'accent sur la résilience des villes face au changement climatique et aussi comment est-ce que les villes vont pouvoir bénéficier de la nature pour être résilientes. Parce que qu'on le veuille ou pas maintenant, les changements climatiques frappent tout le monde. Mais les zones humides constituent des écosystèmes naturels qui pourraient aider les villes à être résilientes. Donc il est opportun que toutes les villes, surtout les villes béninoises qui ont des zones humides dans leur sein, puissent prendre des mesures radicales pour pouvoir protéger ces zones humides et travailler avec tous les parties prenantes pour protéger ces zones humides. La Société béninoise de cancérologie, Sobecam, a tenu ce mardi sa première journée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Cette société savante a été créée pour faciliter la prise en charge des personnes atteintes du cancer, une maladie cruelle, et aussi travailler à la prévention à travers le dépistage. Le point avec Laurent Roland, Tonéikès. Au Bénin, quelle stratégie thérapeutique en 2018 ? C'est le thème qui réunit les membres de la Société béninoise de cancérologie Sobecam dans le cadre de leur première journée nationale. Nous sommes réunis ce jour à l'ISBA pour célébrer une discipline, la cancérologie. Depuis plusieurs années, cette spécialité transversale qui met tous les spécialistes d'organes face aux réalités de la malignité tumorale a été un parent pauvre chez nous. Elle est souvent considérée à tort ou à raison comme un appendice des autres disciplines. L'événement de ce jour est la matérialisation physique de sa multidisciplinarité
En effet, la prise en charge du cancer passe par une concertation pluridisciplinaire. Au-delà du défi de prise en charge, la question de prévention, notamment à travers le dépistage, doit être une des préoccupations majeures de la société. Et c'est à juste titre que la Société béninoise de cancérologie, SOBECAN, est née. Le professeur Marcelin Amoussou Guénou revient sur les ambitions de cette société savante. Ensemble, nous allons réaliser des travaux de recherche originaux en focalisant l'attention sur nos réalités locales. Nous ferons avancer la connaissance dans le domaine du cancer. Nous créerons un journal scientifique et ensemble, grâce aux résultats de nos travaux, nous contribuerons à la valorisation des savoirs et à une meilleure prise en charge et une meilleure prise de décision des autorités sanitaires et gouvernementales. Pour faire court, ensemble, nous ferons référence, donc moins vulnérables. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a réaffirmé le soutien du ministère à la SOBECAN pour l'atteinte des objectifs. La création d'une société de cancérologie fut une des recommandations de la mission intégrée du programme d'action pour la cancérothérapie de l'Agence internationale de l'énergie atomique en avril 2013. Au cours de cette première journée, des experts italiens ont présenté les avancées de la prise en charge dans un centre de référence en oncologie en Italie où 8 Béninois ont bénéficié d'un renforcement dans la prise en charge du cancer en 2017. Ces bénéficiaires du projet Onco Bénin ont également reçu les attestations au cours de la cérémonie d'ouverture de la journée. Semaine agitée au Togo où le secteur de la santé se joignant au secteur de l'éducation a entamé mercredi une grève très suivie. Des milliers de manifestants se sont réunis dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition pour protester contre le régime en place. À l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo, le personnel de plusieurs centres de santé publics s'est mis en grève. Le syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo exige notamment un meilleur équipement des hôpitaux publics et le recrutement du personnel soignant. Pendant ce temps, des milliers de manifestants se sont réunis à nouveau dans les rues de la capitale à l'appel de l'opposition pour demander la démission du président Faure Yadema, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition organise des marches quasi quotidiennes depuis 5 mois et a prévu de se réunir à nouveau samedi prochain. Suivons ici leurs propos. Nous avons fourni une liste de revendications. Si ces revendications-là sont satisfaites, le dialogue pourra commencer. C'est des malins, c'est des menteurs, c'est des dictateurs. C'est pourquoi nous, on est décidé maintenant d'être durs contre eux pour qu'ils n'aient qu'à quitter le pouvoir. En français, Emmanuel Macron a affirmé ce mercredi à Tunis qu'il souhaitait accompagner la Tunisie et sa jeunesse frappée de plein fouet par le chômage alors que la transition démocratique reste fragile 7 ans après la révolution. Nous sommes dans un moment important de la vie de la Tunisie, a souligné M. Macron devant la presse aux côtés de son homologue Beji Caïd Essebsi au premier jour de sa visite d'État. C'est une étape fondamentale qui se joue, a-t-il ajouté, 2 semaines après une nouvelle poussée de fièvre marquée par des manifestations dont certaines ont dégénéré en émeutes nocturnes dans plusieurs villes tunisiennes. Essebsi, 91 ans, a pour sa part appelé à une relance des relations bilatérales. Suivons ici leur déclaration. Cette visite consiste en un nouveau départ pour la relation entre la Tunisie et la France qui dure depuis longtemps. Et malgré les événements qui se sont déroulés, la Tunisie et la France resteront toujours des pays amis. En matière économique, vous le savez, l'Agence française de développement est le principal partenaire de notre aide publique. Et en plus
du plan d'appui au développement durable de la Tunisie de 1,2 milliard d'euros pour la période 2016-2020, je peux d'ores et déjà annoncer que la France pourra engager 500 millions d'euros supplémentaires sur la période 2020-2022. La création d'un fonds d'appui aux initiatives des jeunes entrepreneurs tunisiens que nous souhaitions annoncer aujourd'hui de 50 millions d'euros. En plus de ce que je viens d'évoquer, ce dispositif permettra d'accompagner très concrètement les jeunes porteurs de projets, quel que soit d'ailleurs le secteur et le niveau de qualification, pour lutter contre le chômage, en particulier des plus jeunes et des jeunes qualifiés. Parlons tourisme à présent. Les guides de voyage et les promoteurs du tourisme au Maroc n'en parlent jamais. Et pourtant, le tourisme du cannabis attire chaque année des milliers de visiteurs amateurs de kiff. Reportage. Ces champs de cannabis dans la région marocaine de Ketama sont illégaux. Mais ils font partie du patrimoine local et la consommation de hashish est largement tolérée par les autorités. De quoi attirer les touristes venus du monde entier. C'est la troisième fois consécutive que je viens ici à Ketama. Je discute avec les fermiers et les gens en général des propriétés médicinales du cannabis. Dans les années 1960 et 1970, Ketama était très prisé des hippies. Mais peu à peu, la destination a commencé à traîner une réputation de zone de non-droit. Alors les visiteurs se sont tournés vers d'autres régions du pays. La majeure partie des touristes qui viennent ici, c'est toujours le sud. Le sud, parfois du côté de Chefchaouen, par exemple, Moyen Atlas, etc. Mais ici, c'est très rare. À une centaine de kilomètres, la ville de Chefchaouen est une destination touristique phare, tant pour sa beauté que pour ses plantations. Mais ici aussi, les temps sont durs depuis que d'autres régions ont flairé le filon. Avant, la région était très dynamique au niveau touristique et économique. Les étrangers, tout comme les Marocains, venaient acheter ce produit. Mais nous avons connu une récession car d'autres régions ont commencé à cultiver le cannabis. Chefchaouen table maintenant sur un tourisme plus traditionnel, attiré plus par le bleu de ses ruelles que par les champs verdoyants qui l'entourent. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à très vite.